Alors, moi, je suis Jean-Pierre Foubet. Je pense que je suis là parce que j'ai été président des Amis du CAPC et peut-être aussi un représentant de cette classe bourgeoise sans qui peut-être le CAPC n'aurait pas eu l'histoire qu'il a eue. Et Benoît, tu es artiste et tu as grandi à Bordeaux. Oui. Oui, donc je suis né à Pessac et en fait, je voyais plutôt des expositions d'art quand j'allais à Paris avec mes parents, en famille. Et on regardait pas tellement les expos à Bordeaux, c'est bizarre. Hein. Et donc du coup, c'est quand j'ai choisi d'essayer de faire une école d'art, enfin ce genre de choses, d'apprentissage artistique, que je suis venu au CAPC en fait, et c'était l'Expo Trafic que j'ai vu, la première que j'ai vue. Voilà. T'as pas étudié les beaux-arts à Bordeaux? Non, j'avais tenté le concours d'entrée, mais j'étais vraiment pas habile et trop déconnecté de tout ça. Enfin, j'avais fait un bac scientifique et je connaissais rien à l'art, hein, vraiment. Et donc finalement, non, j'ai d'abord fait l'université d'art plastique à Bordeaux, de la philo à Bordeaux, et après j'ai fait la Villa Arson à Nice. Et au fur et à mesure, j'ai compris un petit peu ce que c'était l'art contemporain, etc. Parce que moi, à 18-19 ans, je connaissais que Paul Klee, Kandinsky, ce genre de choses, en fait. Voilà. Et donc, tu avais quel âge pour Trafic? Mais Trafic, j'étais en terminale. Ouais. D'accord. Ouais. Ah oui. Donc, tu n'as pas, dès 8 ans, arpenté le CAPC? Et non, pas du tout. Non, j'arpentais les terrains de ping-pong et de basket, quoi, en fait. Et voilà. J'avais vraiment une enfance très... Je lisais pas Novalis dans le texte à 12 ans, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Donc la première expo que tu as vue, c'est Trafic. Je pense voilà. que c'est une expo qui a été importante pour beaucoup de gens et pour toi également. Ben oui, tout à fait. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment amusant, quoi. C'est intéressant, c'est étonnant. Enfin, toutes ces pratiques, je me rappelle surtout de Peter Land, quoi, en fait, qui était sur un tabouret puis qui n'arrêtait pas de tomber. Voilà. C'est cet artiste scandinave, je crois. Et j'avais beaucoup aimé ça. Et c'était vraiment intriguant. Je me rappelle du téléphone aussi. C'est un scoop. Est-ce que l'Expo Trafic a orienté ta carrière? D'une certaine manière, oui. Ça m'a fait découvrir les formes contemporaines de l'art, quoi, en fait. Et après, ça m'a intéressé. Après, j'ai lu les magazines de l'époque. Hein. Je me suis vraiment intéressé après, quoi. Un enfant du CAPC, quand même. Voilà, et puis aussi quand j'étais étudiant du coup à Bordeaux 3, j'étais surveillant de salle. Donc c'était ici, au CAPC. Voilà, donc surveillant, c'était l'expo de Jack Pearson, je me rappelle, que j'ai beaucoup gardé. Et j'étais aussi à l'accueil avec Cyril, qui est à la bibliothèque maintenant. Voilà. Alors, tu as quitté Bordeaux, tu as été à Paris, ouais. Et à un moment, tu es revenu à Bordeaux, et ça a correspondu avec ton expo monographique au CAPC. Alors, il y a eu un peu plus de choses que ça, en fait, finalement, parce que finalement, donc, du coup, la première expo que j'ai vue, c'était Trafic, donc c'était encore Jean-Louis Froment. Après, il se trouve que j'étais surveillant donc, quand c'était Marie-Laure Bernadac et Henri-Claude Cousseau. Et après, j'ai fait, finalement, quand je suis rentré à Bordeaux, en fait, j'étais à la Villa Arson, à Nice, et puis à un moment donné, je faisais encore la Villa Arson, puis je faisais aussi des études à Paris, à la Sorbonne, et puis finalement, j'habitais à Bordeaux. Donc, voilà. Et donc, quand j'habitais à Bordeaux, j'ai fait un petit stage au CAPC aussi, où on m'a proposé, Anne Cadnet m'a proposé de faire une visite de l'exposition de la collection. Et au lieu de faire la visite comme elle me l'a proposé, je lui ai dit, peut-être je pourrais faire une conférence sur une pièce de Jan Verkruis qui s'appelait Les Paroles. Et donc, je considère que cette conférence, que j'avais intitulée L'objet impossible, a été une de mes premières pièces, quoi, en fait. Une pièce, voilà. À l'époque, je me disais que faire une conférence sur l'art, c'était ça l'art, en fait, peut-être, dans une idée un peu conceptuelle. Donc, c'était une première, ma première chose au CAPC, qui était donc, et là, il y avait Maurice Réchuret et Thierry Davila. Voilà. Déjà, une grande latitude. C'est-à-dire, on te propose d'être médiateur, mais finalement, tu finis conférencier. Oui, c'était pas vraiment médiateur, c'était quand même faire une visite, donc c'était articuler un propos personnel. Et j'ai décidé de me concentrer sur une seule pièce, donc qui était de Jan Verkruis. C'était une espèce de chaise rouge sur une table rouge qui s'intitulait Les Paroles. Et donc j'ai essayé d'articuler quelque chose sur l'objet impossible, la parole, comment parler de l'œuvre d'art, etc. Et comment ce discours se superpose à l'œuvre. Et que c'était une époque, voilà, il y avait beaucoup d'art néo-conceptuel et comment les énoncés structuraient vraiment le champ de l'art, etc. Donc voilà, je m'étais inscrit dans cette veine-là, quoi, en fait.
C'est quand même finalement un luxe d'habiter une ville de province. On connaît le centralisme français, et d'avoir dans sa ville de province une scène comme le CAPC qui amène ici tout l'art qui est en train de se faire dans le monde entier. Pour toi, en tant que jeune artiste, j'imagine que ça a été déterminant. Oui, voilà. Donc moi, à partir de 96, quand je m'y suis intéressé, après j'ai suivi vraiment toutes les expositions que j'ai vues, et effectivement. Tu es plus jeune que le CAPC. Oui, bah oui, oui. J'ai pas encore 50 ans. Donc oui, après j'ai vu ça. Après, effectivement, j'ai habité à Lyon, à Nice, après à Paris. Et je suis revenu en 2016 et après j'ai fait l'expo Thèbes en 2018. Mais avant ça, j'ai fait aussi quelque chose. Les Beaux-Arts de Bordeaux, l'école des Beaux-Arts de Bordeaux m'avait invité à faire un workshop de 15 jours avec les étudiants. Et j'ai proposé de faire un reenactment, ce qu'on appelait reenactment à l'époque. C'était de rejouer un événement historique qui a déjà eu lieu, de l'adapter d'une certaine manière. Et donc j'ai décidé de m'intéresser à la conférence que Jacques Lacan avait tenue à Louvain en 1972, au cours de laquelle il est interrompu par un jeune situationniste de 20 ans. Voilà. Et il y a une trace audiovisuelle qui existe, c'est un film qui s'intitule Jacques Lacan parle, qui a été réalisé par Françoise Wolf. Et donc à l'époque, donc ça c'était en 2007, donc du coup c'était du temps de Charlotte Lobart, tu vois, donc je suis revenu après un autre moment. Cette dame, donc Françoise Wolf, avait fait ce film pour la télévision belge, au RTBF, et elle m'a précisé que celui qui avait interrompu Jacques Lacan s'appelait Jean-Louis Lippert, en fait, qu'il avait un nom d'écriture qui était Anatole Atlas. Et en faisant des recherches, j'ai réussi à le retrouver. Il habitait dans la banlieue de Bruxelles. Je suis allé l'interviewer, donc j'ai eu des informations de première main sur son intervention. Et en fait, grâce à ça, après je l'ai fait venir au CAPC lorsque les étudiants ont rejoué la conférence, et c'est lui qui a filmé l'intervention, enfin la pièce de théâtre ou le reenactment, quoi. Et du coup, c'était assez intéressant parce que ça m'a permis de travailler sur un personnage mineur de l'histoire des idées, en fait, parce que Jacques Lacan, évidemment, est très très connu. Et ce personnage-là, beaucoup moins, il n'avait pas encore de nom propre dans les retranscriptions de cet événement, là, de la conférence de Louvain de 72. Et au fur et à mesure, en fait, avec les étudiants, ils ont projeté des choses sur Facebook, les interviews que j'avais réalisées de Jean-Louis Lippert, et finalement, au fur et à mesure, dans les archives, son nom est apparu, et donc il a pris une certaine consistance. Et ça me rappelait l'idée de Foucault, selon laquelle Bachelard n'hésitait pas à opposer un petit philosophe médiéval contre Rousseau pour le renverser. Et donc effectivement, là, j'avais beaucoup de réflexions sur ce qu'on appelle un personnage conceptuel chez Deleuze. Et donc là, ce personnage de Jean-Louis Lippert qui interrompt une figure de l'autorité, ça m'a intéressé, et ça faisait suite à L'objet impossible qui parlait des paroles chez Jan Verkhuis. Donc c'était quand même interrompre un flot de paroles qui avait une certaine autorité, tout comme la chaise était en hauteur. Donc c'était la question de l'autorité d'un énoncé, quoi, qui était remis en question. Donc le CAPC t'a bien accompagné dans ton cheminement jusqu'à cette expo quand même de 2018. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, en 2018, moi je suis venu m'installer après 10 ans à Paris. Quand on a eu 2 enfants et tout, on s'est dit bon, peut-être Bordeaux c'est bien pour vivre un petit peu plus cool, parce que prendre le métro avec 2 poussettes, etc., c'est pas hyper facile. Et puis j'aimais bien Bordeaux, je savais que c'est agréable. Et donc je suis revenu, et là c'était du temps de Maria Inès, et qui m'a proposé de faire une expo personnelle. J'avais aussi participé à des expos de groupe à plusieurs moments. Et là, je l'ai articulé comme une ville. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on vient de parler de City on the Move qui était une ville. Moi, je l'ai intitulé Thèbes. Donc Thèbes, c'est le nom d'une ville de la Grèce antique qui est en fait gardée par une énigme, l'énigme de la sphinge. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, 2 pattes puis 3 pattes, etc. Dans la réponse, c'est l'humain. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de poser la question, est-ce qu'une exposition peut être gardée par une énigme, tout comme cette ville avait été gardée par une énigme, en fait. Et attends, excusez-moi, il fait tellement chaud que je vais aller. Et c'est une expo. Pour toi, est-ce que cette expo a été une étape importante, ou alors quelque chose qui t'a permis encore d'aller plus loin? Enfin, comment t'as vécu, toi, bordelais, artiste, ayant quand même été beaucoup influencé par ce qui s'est passé dans ces murs? On te demande de faire une expo qui peut être des fois un peu mortifère, des fois des grandes monographies pour un jeune artiste. Est-ce que toi, comment tu as pris ça? Oui, donc effectivement, c'est
pour moi, c'était vraiment une exposition importante, voilà, parce que j'avais déjà fait des expositions personnelles dans des centres d'art, la Kunsthal à Mulhouse, j'avais fait dans une fondation à Rome, la David Roberts Fondation, un truc personnel qui était assez grand, à Giuliani à Rome, enfin bon, j'avais en Allemagne aussi, donc j'avais déjà fait des expositions, mais là le fait de le faire à Bordeaux, effectivement dans ce musée que je connais depuis longtemps, c'était particulier. Et puis j'ai été accompagné, enfin voilà, il y a eu vraiment, on a pu prendre des pièces un petit peu de partout. Donc il y avait un petit côté rétrospectif, même si ça faisait que 15 ans de travail. Il y avait des pièces nouvelles, mais aussi beaucoup de choses plus anciennes. Donc oui, et puis en fait, surtout, outre l'exposition, on a fait un livre, et donc c'était mon premier livre monographique. Donc ça scelle un peu plus le fait que c'était une exposition importante. Et en plus, elle a été montrée après à Bristol, à Spike Island, voilà, grâce à l'intervention d'Alice Motard. Du coup, oui, c'est une exposition pour moi des plus importantes. Je ne sais pas trop quoi te dire de plus. Vas-y, parle. Je ne sais pas, il reste combien de temps? Il y a un quart d'heure, on a fait vite. Encore un quart d'heure, non, je ne sais pas. Tu as des questions dans le public. Non. Toi, qu'est-ce que... Moi, la première fois que j'ai parlé à un artiste... La première fois que j'ai parlé à un artiste contemporain vivant devant une œuvre de ce même artiste, c'était toi. Ah oui. Sur quelle œuvre c'était? Coulure. Ah oui. Tu as vu que les œuvres de Soulage post-mortem te copient. Oui. Tu as vu ça? Et oui, donc, et je crois qu'on peut aussi évoquer entre nous la figure de Thomas Bernard, oui. le galeriste bordelais, qui à un moment a eu cette galerie en face du musée. Et donc, c'est en t'entendant parler, en t'écoutant parler de cette œuvre que j'ai entreaperçu des fois des pensées qui ne m'étaient jamais venues. Comme lesquelles? Eh ben, la réitération des affects, par exemple. Oui. Tu vois, ça, c'était une idée pour moi. Et je dis, ah, mais c'est dingue, j'y avais jamais pensé. Mmh. Est-ce qu'on peut fidèlement reproduire les sentiments à travers le temps? Et la coulure, c'était ça, en fait. C'est une toile qui ne sèche jamais. Donc, elle prend toujours un aspect différent. Mmh. Oui, donc ça, c'était une série de peintures que j'ai faites il y a assez longtemps maintenant, peut-être 15 ans. Donc c'était des monochromes noirs. Alors des monochromes noirs de format 16/9, donc pour faire comme si c'était un écran plat. C'est la première exposition d'ailleurs que j'ai faite avec Thomas Bernard, s'appelait Tragédie de l'écran plat. Et je m'étais intéressé à une image où on voyait Ad Reinhardt qui était assis à côté d'un de ces monochromes. Et ces monochromes, je mettais ça en parallèle avec des écrans plats de salon, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire des écrans, tout comme si la peinture noire était un écran plat éteint. Et donc, dans la peinture, on projette toutes sortes de fantasmes et de choses comme ça. Tout comme dans un écran, il nous abreuve aussi de choses. Donc, j'ai voulu faire la comparaison. Et donc, l'idée de peindre à la Glycéro, je ne voulais pas peindre de la peinture, mais peindre la coulure, qui est quelque chose, tu dis Soulage, certaines peintures ont coulé après, qui est un élément plastique de la peinture, la coulure. C'est quelque chose qui n'existait pas tellement dans l'art ancien, on l'utilisait pas trop, et puis à partir des années 80, dans la bad painting, tout ça, la coulure, c'est ça fait partie de la grammaire, hein, en fait, de la peinture. Donc là, il y avait que la coulure, donc la Glycéro qui coulait, et qui réindexer un événement donc, qui était celui de la mort de Constance Meyer, qui était la deuxième femme de Pierre-Paul Prud'hon, qui était aussi peintre, qui s'était égorgé en fait, donc qui avait coulé. Donc du coup c'était une question sur la peinture romantique qui coule, tout comme le sang a coulé de cette femme-là, quoi. Donc c'était quelque chose voilà, d'assez tragique et de romantique, et c'était en même temps une peinture monochrome noire. Et ça faisait partie de la première expo que j'avais fait effectivement chez Thomas Bernard. Et donc c'était quand même un monochrome qui bougeait, qui coulait. Oui. Est-ce qu'il coule encore après tant d'années? Moi, j'en ai plus, je les ai pas regardés, mais je crois que c'est fixé en fait. Je pense que la couche superficielle est solide maintenant, donc à l'intérieur c'est mou, je pense, mais ça s'est arrêté de couler. Mais dans l'expo, effectivement, ça coulait. Et après, toi, tu es passé par beaucoup de pratiques quand même, sculpture, installation, vidéo. Voilà, oui. Alors effectivement, dans mon travail d'artiste, j'aime bien me décaler, en fait, tout le temps, pour être un petit peu amateur, tout le temps, d'une pratique que je découvre.
Voilà, et puis aussi en fonction de ce qui se passe dans l'art, je réagis un petit peu aux formes. Et voilà, et depuis quelques années, je m'occupe beaucoup de faire des meubles, par exemple. J'ai fait aussi une grande série de peintures de nuages que j'ai arrêtées maintenant, et je suis en train de me poser des questions sur une peinture plus logique, en fait. Donc je suis en train de faire j'inaugure une série de peintures qui sont plus ouvertement conceptuelles, avec certains éléments langagiers et des morceaux de l'histoire de l'art, des idées, des figures. Voilà. En fait, pour reprendre Thèbes et la question de l'énigme, j'y réfléchissais l'autre fois, et je me disais, effectivement, moi je conçois beaucoup l'art comme des énigmes, en fait. Et l'énigme est plus simple à... Enfin, disons que l'énigme, le but d'une énigme, c'est d'être percée d'une certaine manière. Donc elle propose une consistance. Et en fait, l'énigme, en tant qu'elle est fabriquée par les Homo sapiens, enfin, les humains, elle a une consistance, elle est fabriquée, donc d'une certaine manière, elle est finie. Même si elle est énigmatique, on peut considérer qu'on va trouver la solution. Donc en ce sens, je pense que ce qui m'intéresse quand j'essaye de façonner un univers esthétique, qui est à la fois langagier puis avec des formes artistiques, c'est de faire quelque chose qui se superpose au réel qui nous est donné par la perception, de faire comme ce qu'on appelle par rapport au réel un surréel, tout comme on dit une surchemise. Et donc l'énigme vient se superposer sur un réel qui est à la fois beau et sans fin, donc qui peut supposer une angoisse parce qu'il n'a pas de bord. Et cette énigme-là vient border, surréaliser ce réel-là et propose du coup une habitation. Et d'une certaine manière, mon intérêt pour l'art, et que j'ai pu constater au CAPC dans de multiples expositions, c'est le fait de proposer des habitations. Comme Hans-Ulrich Obrist racontait comment on fabrique une ville, comment on fabrique. La question, c'est toujours de fabriquer des habitations temporaires, simultanées, ou aussi des TAS, des zones d'habitation transitoires. Et donc du coup, ma manière de penser l'art, c'est de créer des mondes aussi, comme disait Goodman, manière de faire des mondes, etc. Et donc du coup, l'énigme voulait structurer l'exposition Thèbes, et en général, je fonctionne comme ça. Et ce qui est bien avec une énigme, c'est que quand même, elle est bordée, quoi, en fait. Voilà. Et alors, peut-être, tu sais, comme un jeune acteur, un jeune apprenti du cours Florent, qui la consécration serait d'être interviewé par Michel Drucker le dimanche. Est-ce que toi, tu as rêvé ou pensé déjà occuper la nef du CAPC? Non. Non, j'ai pas. Non, enfin, non. J'aimerais bien faire des expos ailleurs aussi, hein, voilà. Cette nef qui a fait quand même qui a proposé finalement des grandes expositions. Oui. Est-ce que tous les artistes ne peuvent pas l'occuper, à ton avis? Je sais pas. Enfin, c'est pas dans mon agenda. Enfin, c'est pas un de mes buts. Là, en ce moment, je suis plutôt, tu vois, c'est comme si j'avais un navire qui avait pris le vent, tu vois, il y a encore un peu de vent, je circule comme ça, gentiment. Je me suis pas trop fixé de... Je vais pas poser cette question. Ouais, enfin, je sais pas trop comment orienter mon cheminement, mais faire la nef du CAPC, enfin, ce serait pas l'aboutissement. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment... construire un système esthétique d'une certaine manière, quoi. Comme j'avais suivi quand j'étais à Lyon un séminaire de Jean-Philippe Antoine, qui est un super critique d'art. C'était un séminaire sur James Joyce, qui disait James Joyce, comment construire une esthétique. Et je me suis dit, oui, on peut construire une esthétique sans faire de la philosophie esthétique, par exemple. Voilà. Et donc, c'est quand j'arrive à créer, et ça peut être à mon échelle, hein, quand je suis... finalement, une certaine réalisation, c'est mon atelier actuellement que je viens de rénover, et le considérer comme une forme organique où les choses bougent, etc., dans laquelle j'ai un certain bien-être, c'est déjà ça un accomplissement, en fait. Et je pense pas... enfin, j'ai pas de... Qu'on me propose des choses, je les ferai certainement, tu vois, mais je sais pas, j'ai pas de structuration comme ça.
Voilà. C'est... Après, tu peux toujours imaginer tes stratégies. Alors, et par exemple, la nef, si jamais j'imaginais la nef, je ne pense pas que je ferais une œuvre monumentale dans la nef. Je ferais plutôt la circulation, comme disait Nicolas Bourriaud ce matin, du marché. Mais j'ai vu beaucoup d'expositions qui fonctionnaient comme ça, ou comme Barba Papa, d'une certaine manière. J'aime pas trop la monumentalité en art. Enfin, c'est pas mon langage, quoi. Enfin, c'est pas... Bon, après, j'ai fait une assez grande sculpture ici, finalement, mais c'est pas bon. Mais à l'échelle du bâtiment, elle est toute petite. Donc, du coup, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien les rapports d'échelle. Moi, j'avais bien aimé aussi l'expo de Yann Vaud, qui avait dans la nef pendant mon expo Thèbes. J'avais échangé avec lui. Et c'était bien, il avait densifié un espace, et même au terme de densité, de lourdeur, parce qu'il avait mis énormément de marbre dans un coin. Donc, c'est comme si le plateau de la nef, comme plateau de consistance, pouvait pencher d'un côté, parce qu'il y avait tout ce poids. Et d'ailleurs, c'était un peu une prouesse, parce qu'on ne sait pas trop comment c'est fichu en dessous. Ça aurait pu s'enfoncer, etc. Mais encore une fois, le CAPC a osé. Hein. Enfin, on disait que voilà, c'est un musée qui ose pas mal de choses. Et c'était une proposition qui m'a intéressé comme nef. Voilà. J'adore regarder ce qui se passe dans les nefs. Voilà. Mais Yann Vaud, c'était une piste aussi. C'était entre le marché et la monumentalité. C'était un peu un entre-deux. J'ai trouvé ça bien. Voilà. Moi, je pense que si je devais réfléchir à la nef, je penserais des questions d'échelle, quoi. Densifier un verre d'eau avec quelque chose pour que ce soit très dense en petit, quelque chose de très grand. J'aimerais bien faire quelque chose qui ne soit pas que grand. Enfin, voilà. Je pense voilà, sur des questions d'échelle. Là, je viens de faire une de mes dernières sculptures. C'est moi tout petit, à peu près grand comme une Barbie, quoi, en fait, qui montre du doigt un cheval, quoi, qui s'éloigne. Donc c'est une figure de la fuite. Et c'est tout petit. Et je vais le mettre à côté de quelque chose de très grand. J'aime bien les rapports d'échelle. Je trouve ça satisfaisant en ce moment. Donc la nef, comme elle est monumentale, ça se trouve, il faudrait faire quelque chose de tout petit. C'est ça qui serait marrant, peut-être. Alexis Vaillant avait montré un artiste japonais dont j'ai oublié le nom et il avait mis plein de petites sculptures, toutes petites, dans la nef. Oui. Et ça avait vachement bien marché. Ouais, et bien, c'est marrant, j'ai pas vu celui-là. Ouais. J'ai oublié le nom. Ouais. Bon, je crois qu'on a tenu une demi-heure. Hein. Je vais te dire. Ouais, on y est. Merci.